Bienvenue dans cette capsule dans laquelle vous allez découvrir quelques aspects de la transcription de l'ADN en ARN. L'information génétique est stockée dans le noyau et la fabrication des protéines a lieu dans le cytoplasme. Pour permettre la fabrication des protéines, il est nécessaire qu'un intermédiaire fasse passer l'information du noyau au cytoplasme. C'est le rôle de l'ARN. Comparons les deux molécules. Sur cette image, nous pouvons voir des différences de structure et de composition des deux molécules. Ainsi, que pouvons-nous dire de l'ARN? C'est un intermédiaire informationnel. L'ARN a une composition chimique et une structure très proche de l'ADN. Ce sont tous deux des acides nucléiques. Les particularités de l'ARN par rapport à l'ADN sont qu'il s'agit d'un ribose et non d'un désoxyribose. L'ARN est simple brun. La thymine est remplacée par l'uracile dans l'ARN. Et enfin, c'est une molécule relativement courte. Elle ne correspond qu'à la séquence d'un seul gène. L'étape qui permet le passage de l'ADN en ARN est la transcription. Lors de la transcription, un ensemble d'enzymes nommé ARN polymérase repère le début de la séquence à transcrire et ouvre la double hélice. Un seul des deux brins est transcrit. L'ARN polymérase lit ce brin et associe face à chaque nucléotide un ribonucléotide complémentaire, C face à G, G face à C, A face à T et U face à A. Quand la séquence a été entièrement transcrite, l'enzyme et le brin d'ARN se détachent. Des centaines d'ARN polymérases transcrivent en même temps le gène, donnant naissance à des milliers de brins d'ARN. C'est ce que l'on nomme le phénomène d'amplification. Voici les trois notions essentielles à retenir sur la transcription. Donc, la transcription est la synthèse d'ARN à partir d'ADN. La séquence est très importante. L'ordre des nucléotides constitue le message. Elle s'appuie sur la complémentarité des bases. L'ARN directement issu de la transcription est complémentaire du brin transcrit. Il y a un phénomène d'amplification qui est important car la durée de vie des ARN est courte, moins d'1 heure en moyenne. Chez les eucaryotes, on observe un nombre très variable de gènes qui ne correspond pas au nombre de protéines fabriquées par l'organisme. Par exemple, chez l'homme, certains scientifiques estiment qu'il y a 20 à 25 000 gènes, mais près de 100 000 protéines fabriquées. Ce phénomène s'explique par le fait qu'après la transcription et avant de sortir du noyau, la molécule d'ARN peut subir une maturation et ainsi permettre la fabrication de plusieurs protéines différentes. Ici est schématisé le double brin d'ADN qui porte le gène calq1. On constate que ce gène est morcelé en ce que l'on nomme des exons et des introns. Les exons sont les parties réellement codantes du gène, tandis que les introns ne sont pas codants, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas traduits en acides aminés. Alors à quoi servent-ils? Lors de la transcription, un des deux brins est transcrit en ARN dit pré-messager. Celui-ci porte la transcription de tous les introns et exons du gène. Selon la cellule qui exprime le gène calq1, la protéine qui lui est nécessaire n'est pas la même. À partir du même brin transcrit, différentes protéines pourront être fabriquées. Pour cela, la cellule réalise un épissage de l'ARN, un découpage-collage de certains exons. Par exemple, dans une cellule de la thyroïde, cette maturation ne conservera que les exons 1, 2, 3 et 4, qui, après traduction, donneront la protéine A, la calcitonine. Par contre, dans les cellules nerveuses, à partir du même ARN pré-messager, l'épissage conduira à ne conserver que les exons 1, 2, 3, 5 et 6, qui après traduction donneront la protéine B, la CGRP. On parle d'épissage alternatif. Voici les notions à retenir concernant la maturation de l'ARN. Un même ARN pré-messager peut subir, suivant le contexte, des maturations différentes. C'est un épissage alternatif et il peut donc être à l'origine de plusieurs protéines différentes. Les portions codantes de l'ADN comportent l'information nécessaire à la synthèse de chaînes protéiques issues de l'assemblage d'acides aminés. C'est la traduction. La traduction va faire intervenir deux nouveaux acteurs.
L'ARN de transfert, ou ARNT, est le ribosome. L'ARNT est un autre type d'ARN dont nous allons expliquer le rôle un peu plus loin. Il est simplement important de noter qu'il possède deux parties spéciales. Une proéminence de nucléotides appelée anticodon et un site de fixation des acides aminés. L'autre acteur majeur de la traduction est le ribosome. Il est constitué de deux parties, comme on peut le voir sur cette représentation, et possède un petit site actif. Ce ribosome vient se fixer sur un brin d'ARN M grâce à la reconnaissance d'un codon, c'est-à-dire d'un groupe de 3 nucléotides spécial, A, U, G. Tous les brins d'ARN commencent en effet par ce codon. Cette phase s'appelle l'initiation et elle marque le début de la traduction. Le ribosome associe ensuite à chaque codon un acide aminé grâce aux ARNT. Sur un codon de l'ARN M vient se fixer l'anticodon correspondant de l'ARNT, qui apporte avec lui un acide aminé fixé sur son site de fixation. AUG code par exemple pour la méthionine. C'est donc par cet acide aminé que commencent toutes les protéines. Ensuite, le ribosome se décale sur l'ARN M et poursuit son travail. A noter qu'une liaison peptidique, ou amine, se forme entre le groupement carboxylique COOH d'un acide aminé et le groupement amine NH2 d'un autre. Se forme ainsi peu à peu une chaîne polypeptidique, qui n'est autre que la protéine. Cette phase est appelée l'élongation. La traduction ne se termine que lorsque le ribosome rencontre un codon stop. Il se sépare alors et libère la protéine formée, c'est la terminaison. La protéine libérée ne reste pas linéaire. Elle s'organise dans l'espace du fait de la formation de nouvelles liaisons comme les ponts disulfures entre deux atomes de soufre, les liaisons hydrogènes, les liaisons ioniques ou encore les liaisons hydrophobes. C'est un point essentiel car c'est en effet la forme d'une protéine qui détermine sa fonction. On insiste beaucoup en première S sur le fait que le code génétique est redondant ou dégénérescent, c'est-à-dire que différents codons peuvent correspondre à un même acide aminé, mais il est aussi univoque, c'est-à-dire qu'à un codon ne correspond qu'un seul acide aminé, et enfin universel, c'est-à-dire qu'il gouverne la synthèse des protéines de toutes les espèces vivantes sur Terre.